Dans les vidéos précédentes, nous avons vu nos premiers exemples de séries numériques et elles avaient toute la particularité qu'il était possible d'exprimer leur suite de sommes partielles. Le problème, c'est que dans la pratique, il n'est pas toujours possible d'exprimer cette suite de sommes partielles. Donc si on veut établir de la convergence ou de la divergence d'une série, eh bien il va falloir trouver d'autres techniques. Alors où va-t-on trouver ces techniques ? Eh bien, on va tout simplement aller fouiller dans ce que l'on sait sur les suites numériques, et notamment les résultats qui permettent d'établir de la convergence ou de la divergence sans connaître l'expression d'une suite. Alors de tels résultats, vous en connaissez plein. Par exemple, vous savez que si vous avez une suite qui est croissante majorée, elle converge, que si vous avez une suite qui est décroissante minorée, elle converge. Vous avez des résultats aussi sur les suites adjacentes, et puis vous avez aussi des résultats de divergence. Par exemple, une suite croissante non majorée diverge, etc., etc. Donc, nous, on va récupérer ces résultats et on va essayer de les appliquer à nos séries. Dans cette vidéo, et aussi dans les suivantes, on va s'intéresser à un type particulier de séries, qui sont des séries de la forme, donc somme de n est égal à 0, a plus l'infini, dun, et qui ont la particularité que la suite un est positive, c'est-à-dire qu'on va imposer que pour tout n, un est positif. Alors pourquoi ça c'est intéressant ? Eh bien, regardez la suite des sommes partielles associées à cette série. Donc je vais poser Sn, c'est la somme de k égale à 0 à n duk. Eh bien ici je suis en train d'additionner des nombres positifs, puisque j'ai supposé que ma suite était positive. Et donc plus mon n augmente, plus mon addition va devenir grande. Et donc plus mon Sn va devenir grand. Autrement dit, la suite Sn est une suite croissante. Si vous n'êtes pas convaincu par ce que j'ai dit là en agitant les mains, je vais vous le démontrer de manière formelle. On va faire le calcul de Sn plus 1 moins Sn. Donc ça, par définition, c'est la somme de k égale à 0 à n plus 1 duk moins la somme de k égale à 0 à n duk. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui sont à l'aise avec les manipulations de somme, eh bien vous allez voir tout de suite le résultat. Et puis pour celles et ceux d'entre vous qui ont un petit peu plus de mal, je vais vous le développer en 3 petits points. Donc la première somme c'est quoi ? C'est U0 plus U1 plus UN plus UN plus 1. Et la deuxième somme, c'est la même chose mais on s'arrête à UN. Donc U0 plus U1 plus UN. Et regardez, quand on simplifie, comme il y a un moins entre les deux, donc ça s'en va, ça s'en va, et en fait tout s'en va, sauf ce terme-là. Donc en fait ça fait un plus 1. Mais rappelez-vous, ici on a posé la condition que un était une suite positive, donc un plus 1 est positif. Ça nous donne donc que Sn plus 1 moins Sn c'est un nombre positif, c'est-à-dire que Sn plus 1 est plus grand que Sn. Et donc on vient de démontrer que la suite des sommes partielles, Sn, est une suite croissante. Et bien maintenant, si on veut établir de la convergence d'une série, c'est montrer que la suite des sommes partielles converge. Or ici elle est croissante. Et on sait que pour montrer qu'une suite croissante converge, eh bien il suffit de montrer qu'elle est majorée. Donc si on arrive à montrer que Sn est majoré par un nombre réel, eh bien on aura démontré que la suite des sommes partielles converge et donc que la série converge. Malheureusement, dans la pratique, trouver un majorant de la suite Sn est souvent quelque chose d'un petit peu compliqué. Il va donc falloir trouver des techniques qui vont nous permettre de trouver un majorant de la suite Sn. Alors c'est justement l'une de ces techniques que nous allons voir dans cette vidéo. On l'appelle la technique comparaison série intégrale. Alors dans une première partie de la vidéo, je vais vous expliquer comment elle fonctionne, et puis dans une deuxième partie, nous allons l'appliquer à l'étude d'un type de série que l'on appelle les séries de Riemann, et qui feront partie de votre bagage de séries de référence à connaître. Alors je vais vous expliquer ici les mécanismes qui se cachent derrière la technique de comparaison série intégrale. Alors, on va se donner une fonction f réelle positive. Et on va supposer en outre que cette fonction est décroissante.
Et on fera aussi l'hypothèse que f est suffisamment régulière pour être intégrée. Par exemple, vous pouvez la supposer continue ou continue par morceaux, et pour celles et ceux d'entre vous qui savent ce que ça veut dire, on supposera que la fonction est intégrable. Alors, je vais vous tracer ici une fonction qui a ces propriétés-là, donc positive décroissante par exemple, quelque chose qui fait comme ceci. Et on va s'amuser à tracer des rectangles sous le graphe de cette fonction. Alors par exemple, on va partir d'ici, de 1, et on va tracer un rectangle qui touche la courbe, comme ceci, et comme ceci. Donc la hauteur du rectangle ici, c'est f de 1. Ensuite, en 2, eh bien, je vais tracer également un rectangle, donc sa hauteur, c'est f de 2. En 3, je fais la même chose, f de 3, et puis allez, on va en faire un dernier, f de 4, comme ceci. Alors intéressons-nous à l'aire de ces rectangles. Par exemple, le premier rectangle ici, vous voyez la base de ce rectangle est de longueur 1, tandis que sa hauteur c'est f de 1. Donc l'aire de ce rectangle c'est base fois hauteur, c'est-à-dire f de 1 fois 1, donc l'aire de ce rectangle c'est f de 1. Alors pareil pour le deuxième rectangle, regardez, sa base est de longueur 1, sa hauteur c'est f de 2, donc son aire c'est f de 2 fois 1, donc son aire c'est f de 2. Pareil pour le troisième, c'est f de 3, pareil pour le quatrième, c'est f de 4. Et maintenant, intéressons-nous à la somme des aires de ces rectangles. Donc la somme des aires de ces rectangles, si on prend les 4 qui sont ici, c'est f de 1, plus f de 2, plus f de 3, plus f de 4. Et ce que l'on observe sur le dessin, c'est que la somme des aires de ces rectangles est plus petite que l'aire qui se trouve sous la courbe. Or, l'aire qui se trouve sous la courbe, on la connaît. Elle se calcule à l'aide de l'intégrale. Donc ça va être plus petit que l'intégrale. Donc si on se restreint à 0,4, ça sera plus petit que l'intégrale de 0 à 4 de f de t dt. Alors bien entendu, vous voyez, ce processus, on peut le poursuivre avec n rectangles, et pas seulement 4. Donc si on le fait avec n rectangles, on va avoir que la somme de k égale 1 à n de f de k sera plus petite. Alors vous voyez là j'ai 4 rectangles, donc ça me donne l'intégrale de 0 à 4. Là si j'ai n rectangles, ça va me donner l'intégrale de 0 à n f de t dt. Et maintenant observez ce que j'ai à gauche de cette inégalité. Eh bien ici nous avons la suite des sommes partielles d'une série, c'est en fait la série des f de k. Et si on arrive à calculer l'intégrale qui se trouve ici, et que l'on arrive à la majorer, eh bien, grâce à cette manipulation-là, on arrivera à majorer la suite des sommes partielles et peut-être à établir des résultats de convergence. Donc voilà sur quoi repose la technique de comparaison série intégrale. Mais ce n'est pas tout. On peut encore faire des choses avec ce dessin. Imaginons cette fois-ci qu'au lieu de prendre des rectangles qui se trouvent sous la courbe, nous construisons des rectangles qui se trouvent au-dessus. Par exemple, je me mets en 0, je vais chercher la courbe et je trace un rectangle, comme ceci, qui se trouve au-dessus de la courbe. Alors cette fois-ci, vous voyez, la hauteur du rectangle, c'est f de 0. Ensuite, je peux poursuivre le processus ici. Je pars de 1, je vais chercher la courbe et je trace un rectangle ici, donc la hauteur de ce rectangle, ça sera f de 1. Ensuite, pareil ici, et puis pareil ici. Alors, intéressons-nous, cette fois-ci, aux aires de ces rectangles. Alors, pour le premier rectangle, regardez, la base c'est toujours 1, mais la hauteur c'est f de 0. Donc l'aire de ce rectangle, c'est f de 0 fois 1, c'est-à-dire f de 0. Donc, je vais l'écrire en rouge ici. Ensuite, l'aire du rectangle suivant, sa hauteur c'est f de 1, sa base c'est 1, donc l'aire de ce deuxième rectangle c'est f de 1, puis le suivant ça sera f de 2, puis le suivant ça sera f de 3. Maintenant, si on additionne les aires de ces rectangles, c'est-à-dire ici f de 0, plus f de 1, plus f de 2, plus f de 3,
eh bien on se rend compte que la somme des aires de ces rectangles, elle est plus grande que l'aire qui se trouve sous la courbe de f qui se trouve ici. Donc on aura que ceci, c'est plus grand que l'intégrale de 0 à 4 de f de t dt. Alors comme tout à l'heure, on peut poursuivre le processus avec n rectangles. Donc si on fait ça avec n rectangles, on va avoir que la somme de k égale 0 à n-1 de f de k, donc je mets n-1 puisqu'il y a un décalage par rapport à la formule de tout à l'heure, qui sera plus grande que l'intégrale de 0 à n de f de t dt. Et là encore, j'ai réussi à faire apparaître une suite de sommes partielles, c'est-à-dire une série. Mais là, vous allez me dire, mais ça va pas nous aider pour majorer cette suite des sommes partielles, puisque l'inégalité est dans l'autre sens. Oui, mais imaginez que si on calcule cette expression, et que celle-ci tende vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Eh bien si ça tend vers plus l'infini, eh bien la suite de sommes partielles aura tendance à tendre également vers plus l'infini, et donc on aura établi de la divergence d'une série. Donc avec cette deuxième approche, on va aussi, dans certains cas, être capable de démontrer de la divergence. Résumons notre affaire. Si on se donne une fonction positive, décroissante, suffisamment régulière pour pouvoir être intégrée, grâce au petit dessin qui se trouve ici, on a réussi à établir les deux formules qui se trouvent ici. Formules qui font toutes les deux intervenir l'intégrale de 0 à n de f de t dt. Maintenant, imaginons que l'on arrive à calculer cette intégrale et que on arrive par exemple à la majorer. Alors si on arrive à faire ça, comme on arrive à majorer cette intégrale, on arrivera à majorer la suite des sommes partielles, et grâce aux manipulations que je vous ai montrées en introduction, eh bien on arrivera à montrer de la convergence de la série correspondante. A l'inverse, si on fait le calcul, et que cette fois-ci, eh bien on n'arrive pas à la majorer, mais on arrive à montrer que l'intégrale tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Et bien comme ça tend vers plus l'infini, la suite de sommes partielles qui se trouve ici va tendre vers plus l'infini, et donc la série correspondante sera une série divergente. Voilà sur quoi repose la technique de comparaison série intégrale. Arrivé ici, il est possible que certaines personnes d'entre vous protestent et me disent d'accord, j'ai compris à partir du dessin, mais ça serait bien d'avoir des arguments purement formels qui partent des hypothèses pour arriver à ces formules. Alors, les raisons sont multiples, soit vous avez un enseignant qui le demande, soit vous considérez qu'un dessin n'est pas une preuve, ou bien vous vous intéressez à des questions prospectives, c'est-à-dire et qu'est-ce qui se passe si on ne suppose pas la positivité ou la décroissance, ou bien si on fait des découpages irréguliers, est-ce qu'on peut pas obtenir des résultats analogues, etc., etc. Alors moi je vais pas regarder du côté de la prospective, ça me ferait trop dévier des résultats que je veux vous montrer. Par contre je vais effectivement vous montrer comment établir de manière purement formelle ces deux formules en partant de ces hypothèses et sans passer par les dessins. J'ai remis ici nos hypothèses de travail. On a une fonction f positive, décroissante et suffisamment régulière pour que l'on puisse l'intégrer sur un intervalle de la forme 0n où n est dans n étoiles. Alors, l'idée de la formalisation va consister à d'abord chercher un encadrement sur une zone où il y a des petits rectangles. Alors, plus précisément, en fait, on va se placer sur un intervalle de la forme k plus 1, donc on a notre fonction positive décroissante, et puis on a un petit rectangle qui se trouve sous la courbe, comme ceci. La base vaut 1, la hauteur fait f de k plus 1, donc l'aire ici c'est f de k plus 1. Et puis on a un petit rectangle qui se trouve au-dessus, comme ceci. Sa hauteur c'est f de k, sa base vaut 1, donc l'aire c'est f de k. Et le jeu, c'est de montrer que l'aire qui se trouve sous la courbe de f ici est comprise entre l'aire du petit rectangle et l'aire du grand rectangle, et de l'écrire formellement. Alors pour faire ça, d'abord on va fixer un k, quel que soit k dans n. On va prendre une variable t qui est coincée entre k et k plus 1, et on va jouer un petit peu avec nos hypothèses. Alors déjà on sait que f est décroissante,
Donc à partir de cet encadrement, on peut dire que f de k va être plus grand ou égal à f de t, qui va être plus grand ou égal à f de k plus 1, puisque la décroissance de f fait que ça va changer le sens des inégalités. Ça c'est car f décroissante. Alors je vous propose de réécrire ça dans l'ordre, pour des raisons purement esthétiques, ça n'a pas d'importance. Donc f de k plus 1 plus petit que f de t, plus petit que f de k. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les aires. Et calculer des aires, eh bien, c'est calculer des intégrales. Donc on aimerait faire apparaître des intégrales. Or, on dispose d'une propriété qui fait intervenir les intégrales et les inégalités. Alors je vous rappelle, c'est ce que l'on appelle la croissance des intégrales. Lorsque vous avez une fonction f qui est plus petite qu'une fonction g, et que vous supposez suffisamment régulière pour être intégrée, alors vous avez que l'intégrale de a à b de f de t dt est plus petite que l'intégrale de a à b de g de t dt, lorsque vous travaillez sur un intervalle ab avec a plus petit que b. Donc ça c'est la propriété de croissance des intégrales. Et bien nous on va l'utiliser avec ces inégalités sur l'intervalle k plus 1. On va donc avoir la chose suivante. L'intégrale entre k et k plus 1 de f de k plus 1 dt est plus petite que l'intégrale du terme au milieu, donc c'est k plus 1 f de t dt, qui sera plus petite que l'intégrale du terme à droite, entre k et k plus 1 de f de k dt. Alors au milieu, on est content, on a fait apparaître l'intégrale de f sur k plus 1, c'est-à-dire l'aire qui se trouve sous la courbe de f ici. Intéressons-nous maintenant aux intégrales des deux extrémités. Alors vous voyez par exemple le terme qui est ici, il ne dépend pas de t. Donc du point de vue de t, c'est une constante. Et primitiver une constante, on sait faire. Donc on va pouvoir calculer cette intégrale. Je vous propose de faire ça au brouillon. L'intégrale entre k et k plus 1 de f de k plus 1 dt. Donc ça c'est une constante du point de vue de t, donc je peux sortir ce terme de l'intégrale. K plus 1 de 1 dt. Une primitive de 1, c'est t. Donc c'est f de k plus 1 crochet t entre k et k plus 1. Et quand vous remplacez les crochets, donc ça va faire f de k plus 1 facteur de k plus 1 moins k. Et quand on simplifie, eh ben, il reste f de k plus 1. On vient donc de calculer l'intégrale de gauche, elle vaut f de k plus 1. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut comprendre sur le dessin. La fonction constante f de k plus 1, c'est le petit plateau qui se trouve ici. Et calculer son intégrale sur k plus 1, ça revient à calculer l'aire du petit rectangle, et l'aire du petit rectangle, on l'a déjà vu, c'est f de k plus 1. Donc on vient de retrouver formellement ce que l'on avait vu sur le dessin. Donc à gauche, ça nous donne f de k plus 1. Au milieu, on garde l'intégrale de k à k plus 1 de f de t dt. Et à droite, je ne vais pas faire le calcul parce que c'est exactement comme à gauche. Vous voyez, ce terme est constant du point de vue de la variable t. Donc on peut sortir et primitiver. Et on va trouver f de k, ce qui correspond à l'aire du rectangle rouge. Donc là, on vient d'établir de manière purement formelle l'encadrement des aires qui se trouvent ici. Donc l'aire qui se trouve sous le graphe de la fonction f sur k plus 1 est comprise entre l'aire du petit rectangle et l'aire du grand rectangle. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe globalement, c'est-à-dire sur tout le dessin, vous savez, avec tous les petits rectangles. Alors l'idée va consister à sommer. Pour que vous compreniez bien ce qui se passe, je vous propose de partir de cet encadrement et de l'écrire pour différentes valeurs de k. Par exemple, si on part de k est égal à 0, avec k est égal à 0, ça nous donne f de 1 plus petit que l'intégrale de de 0 à 1 de f de t dt, qui va être plus petit que f de 0. Ensuite, on prend k égale 1 ici, donc ça va faire f de 2, plus petit que l'intégrale de 1 à 2 de f de t dt, qui est plus petit que f de 1.
Ensuite, on va écrire k égale 2. Pour k égale 2, ici, ça va faire f de 3. Plus petit que l'intégrale de 2 à 3 de f de t dt, qui est plus petit que f de 2. Et je vous propose de continuer comme ceci jusqu'à k égale n-1. Alors pourquoi n-1? Parce que j'aimerais que mon intégrale ici s'arrête à n. C'est purement esthétique. Donc si on met n-1 ici, ça va faire f de n, plus petit que l'intégrale entre n-1 et n, de f de t dt, qui va être plus petit que f de n-1. Alors, partons de là et additionnons tous ces termes-là. Donc, si on additionne tous les termes de gauche, tous les termes de gauche, ça va faire la somme de k égale 1 à n de f de k. Au centre, je vais faire exprès de tout réécrire, donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt, plus l'intégrale de 1 à 2 de f de t dt, plus l'intégrale de 2 à 3 de f de t dt, et je continue jusqu'à l'intégrale de n-1 à n de f de t dt. Et à droite, je vais avoir la somme de 0 jusqu'à n-1, somme de k égale à 0 jusqu'à n-1, de f de k. Et maintenant, regardez ce qui se passe au milieu. Ici, l'intégrale de 0 à 1 plus l'intégrale de 1 à 2, par la relation de Chasles, on sait que ce terme-là, ici, il fait l'intégrale entre 0 et 2 de f de t dt. Maintenant, regardez, si on combine celui-ci avec son suivant, l'intégrale de 0 à 2, plus l'intégrale de 2 à 3, toujours par Chasles, ça va faire l'intégrale de 0 à 3 de f de t dt. Et si on continue ce processus, comme ceci, jusqu'au dernier, et qui va de n-1 à n, eh bien on va tomber sur l'intégrale de 0 à n de f de t dt. Et c'est ça qui va nous permettre justement d'obtenir la formule que l'on avait établie tout à l'heure. Alors là j'ai écrit plein de choses au brouillon, je propose de mettre ça un peu au propre. Alors, déjà, on est parti d'ici et nous avons sommé les trois termes de l'inégalité. Donc, par somme, on a que la somme des termes de gauche, somme de k égale 0 à n-1 de f de k plus 1, va être plus petit que la somme des termes du milieu, somme de k égale à 0 à n-1 de l'intégrale de k à k plus 1 de f de t dt, qui va être plus petit que la somme des termes de droite, somme de k égale à 0 à n-1 de f de k. À regarder, la somme des termes de gauche, vous voyez, elle est décalée en indices. Nous, ça sera vraiment intéressant d'avoir des f de k pour faire apparaître la suite des sommes partielles. Donc on va faire un décalage d'indices. Donc le k plus 1, on va le décaler de moins 1, il va devenir un f de k. Mais si on fait un décalage de moins 1 ici, il va falloir décaler les bords de plus 1. Donc on va aller de 1 à n ici. Ensuite, au milieu, on l'a vu tout à l'heure, ça fait l'intégrale de 0 à n de f de t dt. Et à droite, on va le garder tel quel, somme de k égale à 0 à n-1 de f de k. Et on précise qu'on a obtenu le passage de là à là par Chasles. Et on vient d'obtenir l'encadrement que nous avions établi tout à l'heure à l'aide de dessins, mais cette fois-ci en utilisant uniquement des arguments formels. Relisons ensemble cette formalisation pour en comprendre le déroulé. Alors, il y a deux grandes étapes. Une première grande étape qui consiste à effectuer un encadrement de manière locale sur l'intervalle k plus 1, et puis une deuxième grande étape qui consiste à sommer ces encadrements locaux. Or,
on commence d'abord à se restreindre à un intervalle kk plus 1, on utilise la décroissance de f, ensuite par croissance des intégrales sur kk plus 1, on obtient cet encadrement, on calcule les deux intégrales aux extrémités, ce qui nous donne ceci. Ensuite, on va sommer cet encadrement, donc là, ça correspond au fait de mettre le symbole somme sur chacun des termes ici, donc là j'ai mis le symbole somme ici, ici et là, entre 0 et n-1. Et pour terminer, alors là j'ai fait un changement d'indice pour passer de là à là, ce qui me permet de faire apparaître ma suite des sommes partielles, mais ça n'est pas indispensable. Mais l'étape qui est importante, c'est le passage d'ici à là, qui s'effectue avec la relation de Chasles. Alors, vous remarquerez qu'ici il y a des étapes que j'ai mises au propre et d'autres que j'ai gardées au brouillon. Les étapes qui sont mises au propre ici correspondent à ce qui est généralement attendu dans une copie. C'est-à-dire que tout ce qui a été écrit, vous n'êtes pas obligé de l'écrire dans une copie. Cependant, pour bien comprendre les choses, il y a quand même certaines étapes qu'il est intéressant d'écrire au brouillon. Je pense notamment à celle-ci. Il n'est pas complètement évident comment passer de là à là, alors que si on a écrit cette somme en 3 petits points, on arrive à comprendre comment fonctionne cette relation de Chasles. Pareil aussi, pour passer de là à là, on a parfois des doutes, est-ce que vraiment on a le droit de mettre la somme? Eh bien, une fois qu'on a écrit en fait ces encadrements, les uns au-dessus des autres, on comprend qu'on va pouvoir les sommer et donc mettre le symbole somme ici. Voilà pour la formalisation de ce que l'on a obtenu précédemment avec des dessins. Dans cette seconde partie de la vidéo, nous allons appliquer le principe de comparaison série intégrale. Et nous allons nous intéresser tout particulièrement à ce que l'on appelle les séries de Riemann. Alors qu'est-ce que c'est qu'une série de Riemann? Eh bien c'est une série qui a pour forme somme de n égale 1 à plus l'infini de 1 sur n puissance alpha, où alpha est un réel. Et la question va être alors, pour quelle valeur de alpha une telle série converge? Eh bien, grâce à la technique de comparaison série intégrale, nous allons démontrer le théorème suivant qui dit que la série de Riemann somme de n est égale à 1 à plus l'infini de 1 sur n puissance alpha converge si et seulement si la puissance alpha est strictement plus grande que 1. La stratégie pour démontrer ce résultat va consister à montrer que cette série converge lorsque alpha est strictement plus grand que 1 et qu'elle diverge lorsque alpha est plus petit ou égal à 1. Donc visuellement, on va démontrer la chose suivante. Si on met l'axe des réels qui va représenter les différentes valeurs de alpha, eh bien on va montrer que lorsqu'on est strictement au-dessus de 1, on aura une série qui converge, et lorsque l'on est dans cette zone-là, inférieure ou égale à 1, on aura de la divergence. Alors pourquoi ça montre l'équivalence? Eh bien en fait, si vous suivez le dessin, on va réussir à démontrer la double implication. Par exemple, si alpha est strictement plus grand que 1, mon dessin me dit que j'ai de la convergence, donc ça implique ça. Et inversement, si j'ai de la convergence de la série, mon dessin me dit que je dois avoir alpha strictement plus grand que 1. Donc ça implique ça. Ça nous donne bien l'équivalence. Maintenant, pour démontrer ceci, on va faire de la casuistique. Tout d'abord, on va regarder le cas où alpha est négatif ou nul. Alors pourquoi on traite ce cas à part? Eh bien tout simplement parce que, regardez, 1 sur n puissance alpha, on va pouvoir l'écrire comme n puissance moins alpha, et ici nous avons une puissance positive, puisque alpha est négatif. Et donc comme c'est une puissance positive, n puissance moins alpha ne va pas pouvoir tendre vers 0, et donc on ne va pas pouvoir avoir de convergence de la série, on aura de la divergence de la série. Donc là on aura de la divergence. Et ensuite on va traiter 3 autres cas de figure. On va traiter le cas alpha compris entre 0 et 1, le cas alpha est égal à 1 et le cas alpha strictement plus grand que 1. Alors, peut-être vous posez-vous la question, pourquoi il y a ce cas un peu particulier en alpha est égal à 1? Je vais vous expliquer. Donc comme je vous l'ai dit, pour démontrer ça, on va utiliser la technique de comparaison série intégrale. Donc on va faire apparaître la fonction f de t est égal à 1 sur t puissance alpha, qui va faire apparaître ces sommes en 1 sur n puissance alpha.
Et à un moment donné, il va falloir primitiver cette fonction-là. Or, si alpha est différent de 1, une primitive de ça, on sait faire, c'est une fonction puissance. C'est une primitive de 1 sur t puissance alpha dt, ça c'est une primitive de t puissance moins alpha dt, et ça, ça va faire t puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1 plus constante. Maintenant, regardez ce qui se passe si alpha est égal à 1. Eh bien, on va devoir calculer une primitive de 1 sur t, donc c'est pour alpha est égal à 1, et une primitive de 1 sur t, ça se comporte pas comme une fonction puissance. Une primitive de 1 sur t, c'est un log, donc ln de t. Donc je ne mets pas de valeur absolue, on va prendre des t positifs pour ce qui nous concerne, plus constante. Et vous voyez, les expressions ne sont pas tout à fait les mêmes, donc il y aura un traitement particulier pour alpha est égal à 1 dans notre démonstration. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu le cheminement de la preuve, et maintenant nous allons rentrer dans les détails. Commençons notre démonstration en montrant que la série de Riemann diverge lorsque alpha est négatif ou nul. Alors pour démontrer ça, on va utiliser un résultat que l'on a vu dans la vidéo précédente, je vous rappelle. Lorsque vous avez une suite un qui ne tend pas vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, donc ne tend pas vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, alors la série somme de n est égal à 0 à plus l'infini, DUN est une série divergente. Alors, vous allez me dire ici, oui, mais on va pas pouvoir appliquer ce résultat ici, puisqu'on a une série qui part de 1. Mais, je vous rappelle, la convergence d'une série ne dépend pas de ses premiers termes, et notamment aussi la divergence d'une série ne dépend pas de ses premiers termes. Donc, ce résultat reste vrai également pour des séries qui partent de 1, 2, 3, etc. Donc, nous, notamment, le résultat va rester vrai si notre série part de 1. Et c'est comme ça que l'on va l'utiliser. Et on va distinguer deux cas de figure. On va distinguer le premier cas qui est alpha strictement négatif, et puis un deuxième cas, alpha est égal à 0, et vous allez comprendre pourquoi je fais cette distinction juste après. Alors regardons ce qui se passe avec 1 sur n puissance alpha lorsque alpha est strictement négatif. Eh bien 1 sur n puissance alpha, c'est égal à n puissance moins alpha, et comme alpha est strictement négatif, eh bien moins alpha, lui, sera strictement positif. Et donc comme la puissance est strictement positive, eh bien la limite de cette suite, lorsque vous faites tendre n vers plus l'infini, eh bien ça va faire plus l'infini. Donc cette suite 1 sur n puissance alpha, eh bien elle ne tend pas vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, et par le résultat qui est ici, comme la suite ne tend pas vers 0, eh bien la série correspondante, donc somme de n est égal à 1 à plus l'infini de 1 sur n puissance alpha, eh bien c'est une série qui diverge. On va faire la même chose pour alpha est égal à 0, donc deuxième cas, alpha est égal à 0. Alors regardons ce qui se passe avec 1 sur n puissance alpha. Comme alpha vaut 0, c'est en fait 1 sur n puissance 0, et n puissance 0, ça fait 1, donc ça fait 1. Et quand on passe à la limite en n, 1 ça reste 1, donc ça tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Alors vous voyez ici pourquoi j'ai fait cette distinction de cas, c'est tout simplement parce que la limite que je veux obtenir dans les deux cas de figure ne sera pas la même. Par contre la conclusion, elle, va être la même. On a que la suite 1 sur n puissance alpha, eh bien elle ne tend pas vers 0 puisqu'elle tend vers 1, donc on a que 1 sur n puissance alpha ne tend pas lorsque n tend vers plus l'infini vers 0. Et donc si elle ne tend pas vers 0, eh bien c'est que la série, somme de n est égale à 1 à plus l'infini de 1 sur n puissance alpha, diverge. On a montré que la série est divergente pour alpha strictement négatif, on a montré que la série est divergente pour alpha est égal à 0, donc conclusion de ce premier cas de figure, la série somme de n est égal à 1 à plus l'infini de 1 sur n puissance alpha diverge quand alpha est négatif ou nul. Maintenant, intéressons-nous à la convergence de notre série dans le cas où alpha est strictement compris entre 0 et 1. Alors c'est à partir d'ici que nous allons utiliser notre technique de comparaison série intégrale. Alors
comment on va s'y prendre? Eh bien on va reprendre la rédaction que nous avons vue dans la première partie, et nous allons l'appliquer avec la fonction f de t est égal à 1 sur t puissance alpha, avec t strictement positif, puisque vous voyez on a un petit problème de définition en t est égal à 0. Alors si vous regardez cette fonction, eh bien lorsque t est positif, c'est une fonction qui est positive, et qui est également décroissante, parce que la puissance alpha est positive. Par contre, il faudra faire un tout petit peu attention, parce que dans la rédaction que je vous ai donnée dans la première partie, j'avais pris une fonction qui était définie également en 0. Alors ici, il faudra s'éloigner un petit peu de 0 pour éviter les problèmes, mais vous allez voir, ça n'a pas beaucoup d'incidence sur ce que nous voulons faire. Alors comment fonctionnait cette rédaction? Eh bien d'abord, elle consistait à prendre un t qui est coincé entre k et k plus 1. Donc on va prendre k dans n et on va ajouter une étoile pour éviter le fameux 0 qui pose problème dans la définition de la fonction. Et on va prendre t qui est coincé entre k et k plus 1. Ensuite, si vous vous souvenez de ce que l'on a fait dans la première partie, on avait appliqué f de t à ceci, et par décroissance, ça va changer la place des éléments. Donc ça va nous donner que 1 sur t puissance alpha est compris entre 1 sur k plus 1 puissance alpha et 1 sur k puissance alpha. Donc ça c'est car f est décroissante, et elle est décroissante, car alpha est strictement positif. Car alpha est strictement positif. L'étape qui suit a consisté à intégrer chacun des éléments entre k et k plus 1, en utilisant la croissance des intégrales. C'est ce qu'on va faire ici. On va faire que intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k plus 1 puissance alpha dt est plus petite que l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur t puissance alpha dt, qui elle-même est plus petite que l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k puissance alpha dt. Ensuite, il faut calculer ces intégrales. Donc, je ne vais pas le refaire, vous pouvez le faire si vous voulez sur un brouillon. Alors l'intégrale de gauche, on l'a vu, elle fait 1 sur k plus 1 puissance alpha. Celle du milieu, on la garde telle quelle, intégrale de k à k plus 1 de 1 sur t puissance alpha dt. Et celle de droite, si on la calcule, elle donne 1 sur k puissance alpha. Ensuite, l'étape suivante consiste à sommer ces inégalités sur k. Donc par somme, on a... alors là, il va faire attention de bien sommer avec k non nul. Donc on va avoir que pour tout n dans n étoiles, toujours pour éviter 0, on va avoir que la somme de k égale 1 à n de ces éléments-là, donc 1 sur k plus 1 puissance alpha, est plus petite que la somme de k égale 1 à n de l'intégrale qui est ici, l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur t puissance alpha dt, qui elle-même est plus petite que la somme de k égale 1 à n de 1 sur k puissance alpha. Vous voyez, j'ai mis la somme sur chacun des termes qui se trouvent ici. Et enfin, alors le terme qui est ici, je vous propose de faire un changement d'indice pour avoir du 1 sur k puissance alpha. Donc là on va décaler l'indice de moins 1, ce qui va décaler les indices ici de plus 1. Donc on va avoir la somme de k égale 2 à n plus 1 de 1 sur k puissance alpha. Et ici on a la fameuse relation de Schall. Alors pour que l'on comprenne bien, je vais réécrire ici cette somme à quoi elle ressemble. Donc la première intégrale, c'est intégrale de 1 à 2, la suivante c'est intégrale de 2 à 3, et puis on va comme ceci jusqu'à la nème qui fait intégrale de n à n plus 1, et si on utilise Schall, ça va faire l'intégrale de 1 jusqu'à n plus 1. Donc cette somme ici va nous donner l'intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur t puissance alpha dt, et ceci on le recopie, somme de k égale 1 à n de 1 sur k puissance alpha. Et on explique que ceci, ça fonctionne par Schall. Alors vous voyez, nous sommes arrivés
à cet encadrement, je vous propose de lui donner un nom à cet encadrement, on va l'appeler étoile, parce qu'en fait on va l'utiliser 2 fois dans cette démonstration. Et à partir de cet encadrement, eh bien, nous allons pouvoir dire des choses sur la convergence de cette série. Maintenant faisons une petite remarque. Si vous regardez bien le raisonnement qui a été fait ici, nous avons uniquement utilisé la condition alpha strictement positif. C'est ce qui nous a garanti que f est décroissante. Nous n'avons pas eu besoin d'utiliser que alpha est strictement plus petit que 1. Alors ça c'est intéressant puisque en observant ça, eh bien, on se rend compte que cet encadrement sera valable pour toute valeur de alpha strictement positif. Et comme je le disais, eh bien, on va pouvoir réexploiter cet encadrement pour les autres cas de figure de alpha strictement positif. Donc, je vous propose d'écrire ça sous forme de remarque. Remarque. Étoile est vrai, quel que soit alpha strictement positif. Alors je vous ai réécrit ici l'encadrement que nous venons d'obtenir. Alors vous voyez dans cet encadrement, nous avons l'expression qui est ici, qui est en fait la suite des sommes partielles associées à notre série. Ici on a aussi quelque chose qui ressemble beaucoup à la suite des sommes partielles. Alors c'est pas tout à fait la même parce que ça part de 2 et ça s'arrête à n plus 1, mais il n'y a pas grand chose à modifier pour faire apparaître la suite des sommes partielles. Et puis au milieu on a une intégrale en fonction puissance que l'on sait calculer. Alors je vous rappelle, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'étude de la convergence de la série de Riemann. Donc ce qui va nous intéresser, c'est comment se comporte la limite de la suite des sommes partielles. Alors ces sommes partielles, on ne les connaît pas. Par contre, pour étudier la limite, ça peut être intéressant de regarder comment se comporte l'intégrale qui se trouve au milieu. Donc cette intégrale, on va la calculer et on va en regarder la limite. Donc on a la chose suivante, on a intégrale de 1 à n plus 1, de 1 sur t puissance alpha dt. Alors ça, on peut le réécrire en intégrale de 1 à n plus 1 de t puissance moins alpha dt. Et ça, c'est une fonction de puissance que l'on sait intégrer. Alors, ça ne va pas donner une primitive en log, parce que alpha est différent de 1 dans nos conditions. Je vais l'écrire ici. Donc, comme alpha est différent de 1, eh bien, on va intégrer ça comme une fonction puissance. Donc c'est t puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1, crochet 1 n plus 1. Et on va remplacer les crochets. Donc ça va nous donner n plus 1 à la puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1, moins, lorsque t vaut 1, ça fait 1, donc 1 sur moins alpha plus 1. Et pour des raisons purement esthétiques, je vous propose de réécrire moins alpha plus 1 en 1 moins alpha. Donc c'est n plus 1 à la puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha moins 1 sur 1 moins alpha. Maintenant, nous ce qui nous intéresse, c'est de regarder ce qui se passe lorsque n tend vers plus l'infini. Alors lorsque n tend vers plus l'infini, cette expression va dépendre de la puissance. Si la puissance est strictement positive, eh bien j'aurai un comportement infini. Et si la puissance est strictement négative, on va avoir un comportement du type une fraction qui va tendre vers 0. Alors ici, vous voyez, alpha est compris entre 0 et 1. Et donc, 1 moins alpha va être strictement positif. Alors je vais l'écrire. Or, alpha est compris entre 0 et 1 strictement. Donc si je mets le alpha de l'autre côté, ça va me donner 1 moins alpha strictement positif. Donc 1 moins alpha strictement positif. Comme la puissance qui est ici est strictement positive, eh bien si je fais tendre ça vers plus l'infini, à la puissance va tendre aussi vers plus l'infini. Donc toute cette expression va tendre vers plus l'infini. Donc la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de n plus 1 puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha moins 1 sur 1 moins alpha, ça fait plus l'infini. Comme ça tend vers plus l'infini, et que ça, c'est égal à cette intégrale, j'en déduis que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur t puissance alpha dt tend vers plus l'infini. Et comme cette intégrale tend vers plus l'infini en plus l'infini, comme elle se trouve ici dans l'encadrement, eh bien elle va pousser cette suite de sommes partielles vers plus l'infini.
Donc par étoile, on a que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la somme de k égale 1 à n de 1 sur k puissance alpha, et ben ça va faire plus l'infini. On vient donc de démontrer que la suite des sommes partielles associées à notre série tend vers plus l'infini. Ça veut donc dire que la suite des sommes partielles diverge, et donc ça veut dire que notre série diverge. Donc, la série somme de n est égale à 1 plus l'infini de 1 sur n puissance alpha est une série divergente. Conclusion, la série de Riemann somme de n est égale à 1 à plus l'infini de 1 sur n puissance alpha diverge quand la puissance alpha est strictement comprise entre 0 et 1. Alors vous l'avez peut-être remarqué, pour démontrer cette divergence, nous n'avons utilisé que la partie droite de cet encadrement. On a utilisé que ça tend vers plus l'infini, donc ça tend vers plus l'infini. Cette partie de l'encadrement n'a joué absolument aucun rôle. Donc on aurait pu refaire la démonstration qui est ici sans traiter la partie gauche. Alors moi j'ai voulu faire l'encadrement complet, d'une part pour vous montrer le mécanisme de la preuve, et aussi parce que, vous le verrez, lorsqu'on traitera le cas alpha strictement plus grand que 1, et bien cette fois-ci on se servira de la partie gauche de l'encadrement. Maintenant nous allons étudier la convergence de notre série de Riemann lorsque alpha est égal à 1. Et pour ce faire, on va réexploiter l'encadrement que l'on a établi tout à l'heure, que je vous ai remis ici, qui, je vous le rappelle, est valide pour tout alpha strictement positif. Donc on va pouvoir l'appliquer à alpha est égal à 1. Donc on applique étoile avec alpha est égal à 1. Alors ça nous donne la chose suivante, somme de k égale 2 à n plus 1 de 1 sur k, qui est plus petit que intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur t dt, qui va être plus petit que la somme de k égale 1 à n des 1 sur k. Alors comme tout à l'heure, eh bien ici on va calculer cette intégrale et on va voir ce qui se passe lorsqu'on fait tendre n vers plus l'infini. On a intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur t dt. Alors ici il faut faire attention, une primitive de 1 sur t c'est plus comme une fonction puissance, hein, c'est un log. Donc on va avoir ln de t, crochet 1 n plus 1. On remplace les crochets, ça fait ln de n plus 1 moins ln de 1. Et puis ln de 1, bah, ça fait 0, donc ça s'en va. Donc ça fait ln de n plus 1. Et on regarde la limite. Alors, on le sait, la limite du log en plus l'infini, ça va faire plus l'infini. Donc cette intégrale va tendre vers plus l'infini. Et si cette intégrale qui est ici tend vers plus l'infini, elle va pousser cette suite de sommes partielles vers plus l'infini. On va donc avoir de la divergence. Donc on va dire la chose suivante. Or, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de ln de n plus 1 est égale à plus l'infini. Donc, comme c'est aussi cette intégrale, ça nous dit que la limite de l'intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur t dt, c'est plus l'infini. Donc, par la relation qui est ici, alors c'est plus tout à fait étoile, je vais l'appeler double étoile, donc par double étoile, comme ceci ça tend vers plus l'infini, et bien ceci tend vers plus l'infini. La limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la somme de k égale 1 à n des 1 sur k est égale à plus l'infini. On vient donc de démontrer que la suite des sommes partielles des 1 sur k tend vers plus l'infini. Ça veut dire que la série des 1 sur n diverge. Donc, la série somme de n est égale à 1 à plus l'infini des 1 sur n diverge. Conclusion, eh bien on vient de démontrer que la série de Riemann est divergente lorsque alpha est égal à 1. La série somme de n est égale à 1 à plus l'infini de 1 sur n puissance alpha diverge quand alpha égale 1.
Maintenant, on attaque la dernière ligne droite de notre démonstration qui consiste à étudier la convergence de notre série de Riemann avec alpha strictement plus grand que 1. Alors vous allez le voir, pour ce cas de figure, on va devoir utiliser les arguments que je vous avais donnés au début de la vidéo. Alors je vous les rappelle, je vous avais dit que lorsque l'on a une série à terme positif, donc c'est le cas ici, notre série est à terme positif, la suite des sommes partielles est croissante. Elle est croissante parce que plus vous additionnez des termes positifs, plus ça grossit. Et donc si vous voulez montrer qu'il y a convergence, eh bien il suffit de montrer qu'elle est majorée. Et c'est ça que nous allons faire ici. Et pour ce faire, on va utiliser encore l'encadrement que l'on a établi précédemment, qui est toujours valide, puisqu'il est valide pour alpha strictement positif, donc il est valide pour alpha strictement plus grand que 1. Et vous allez voir qu'on va exploiter essentiellement cette partie de l'encadrement. Alors comme dans les cas précédents, on va commencer par calculer cette intégrale. Alors ici, vous voyez, alpha est différent de 1, donc il faut primitiver une fonction puissance, et ça c'est en fait un calcul que l'on a déjà fait. Donc je ne vais pas refaire les détails, je vais juste rappeler le résultat. Donc comme alpha est strictement plus grand que 1, eh bien l'intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur t puissance alpha dt, eh bien le calcul nous avait donné ceci, n plus 1 à la puissance 1 moins alpha, sur 1 moins alpha, moins 1 sur 1 moins alpha. Et maintenant faisons comme tout à l'heure, intéressons-nous à la limite de cette expression. Eh bien la limite va dépendre du signe de cette puissance qui se trouve ici. Or regardez, comme alpha est strictement plus grand que 1, eh bien, si je mets le alpha de l'autre côté, j'observe que 1 moins alpha est strictement négatif. Donc la puissance qui est ici est négative. Et donc ça va se comporter comme du 1 sur quelque chose. Alors si vous voulez que ce soit plus lisible, on va l'écrire en 1 sur quelque chose. Donc ça c'est 1 sur 1 moins alpha, n plus 1, et donc comme je passe ça en dessous, ben là je vais prendre l'opposé de cette puissance, donc ça fait alpha moins 1. Moins 1 sur 1 moins alpha. Et si vous regardez la limite, donc là on se retrouve avec une puissance qui est positive, puisque là si vous mettez le 1 de l'autre côté, ça fait alpha moins 1 strictement positif. Donc la puissance est strictement positive ici. Donc si vous faites tendre n vers plus l'infini, ça va faire du 1 sur plus l'infini, ça va tendre vers 0. Et donc toute l'expression ici va tendre vers moins 1 sur 1 moins alpha. Et là on se retrouve avec une intégrale qui a une limite finie lorsque n tend vers plus l'infini. Donc on ne peut pas utiliser les mêmes arguments que tout à l'heure, qui disaient que l'intégrale tend vers plus l'infini, et donc elle va pousser la suite des sommes partielles vers plus l'infini. Cet argument ne fonctionne plus, il va falloir utiliser autre chose. Et là ce que l'on va utiliser, c'est que comme cette intégrale admet une limite finie, on va pouvoir la majorer. Et si on arrive à la majorer, eh bien on arrivera à majorer ce truc-là, qui ressemble à la suite des sommes partielles, et en bricolant un peu, eh bien on arrivera à montrer que la suite des sommes partielles est majorée, et donc qu'elle converge. Alors comment on peut majorer l'expression qui est ici? Alors si on fouille un tout petit peu, on se rend compte que le 1 moins alpha qui est ici est négatif, à cause de la condition qui est ici. Donc ça c'est négatif. Ça c'est un truc qui est positif. Et donc ce truc-là, cette fraction, elle est négative. Donc comme elle est négative, toute cette expression sera plus petite que ce terme-là. Si vous prenez un truc moins un truc, ça sera forcément plus petit que ce truc-là. Et ça on peut le réécrire, c'est 1 sur alpha moins 1. Donc on a réussi à montrer que cette intégrale est majorée par cette quantité. Donc en utilisant ça, par étoile, on a que cette somme ici, somme de k égale à 2 à n plus 1 de 1 sur k puissance alpha, elle est plus petite que cette intégrale, intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur t puissance alpha dt, qui elle-même est plus petite que cette quantité, 1 sur alpha moins 1. Donc on en déduit que la somme de 2 à n plus 1 de 1 sur k puissance alpha est majorée par le nombre 1 sur alpha moins 1. Alors, nous, on aimerait une suite des sommes partielles. Et la suite des sommes partielles, elle part de 1. Et
Et ça nous embête, ça part de 2. Alors ce que l'on va faire pour qu'elle parte de 1, c'est qu'on va rajouter le premier terme qui manque. Et le premier terme qui manque, c'est le k égale 1. Et pour k égale 1, ça fait 1. Donc je vais rajouter des deux côtés 1. Donc ça va faire 1 plus la somme de k égale 2 à n plus 1 de 1 sur k puissance alpha, qui est plus petit que 1 plus 1 sur alpha moins 1. Et donc 1 plus cette somme, en fait c'est la somme qui va de k égale 1 à n plus 1 de 1 sur k puissance alpha. Donc somme de k égale 1 à n plus 1 de 1 sur k puissance alpha, qui est majoré par 1 plus 1 sur alpha moins 1. À regarder, cette suite là, en fait c'est la suite des sommes partielles, juste on l'a fait arrêter à n plus 1. Cette suite des sommes partielles est majorée par ce nombre, et en plus, elle est croissante, puisque on additionne des termes positifs. On va écrire tout ça. La suite, somme de k égale 1 à n plus 1 de 1 sur k puissance alpha en variable n dans n étoiles, est croissante. Donc elle est croissante parce qu'on additionne des termes positifs, et majorée par ce nombre, par 1 plus 1 sur alpha moins 1. Donc elle est croissante majorée, donc elle converge. Donc elle converge. Et si elle converge, ça veut dire qu'elle admet une limite lorsqu'on fait tendre n vers plus l'infini. Et si elle a une limite lorsque n tend vers plus l'infini, ça veut dire que cette série est convergente. Donc la série somme de n est égal à 1 à plus l'infini de 1 sur n puissance alpha converge. Conclusion, eh bien cette série, somme de n est égal à 1 à plus l'infini de 1 sur n puissance alpha, converge quand alpha est strictement plus grand que 1. Relisons cette partie de la démonstration pour en identifier clairement la trame. Alors tout d'abord, on a calculé cette intégrale, et puis on a regardé sa limite. Et on s'est rendu compte que sa limite était finie. Par conséquent, on va pouvoir majorer cette intégrale. Et c'est ce que nous avons fait ici, on a majoré notre intégrale par cette quantité-là. Une fois qu'on a majoré cette intégrale, eh bien, on va pouvoir majorer cette somme, donc c'est ce que l'on a obtenu ici. Et cette somme ressemble beaucoup à la suite des sommes partielles, sauf qu'elle part de 2. Donc on a fait un petit bricolage pour la faire partir de 1. Et arrivé ici, eh bien on a notre suite des sommes partielles qui est majorée, et qui est croissante parce qu'on additionne des termes positifs. Plus on en additionne, plus ça grossit, donc c'est croissant. Donc cette suite des sommes partielles est croissante, majorée, donc elle converge, et donc notre série converge. Il nous reste à conclure notre démonstration. Alors ce que nous avons vu en premier lieu, c'est que lorsque alpha est négatif, alors notre série de Riemann des 1 sur n puissance alpha était divergente. On a vu que lorsque alpha est strictement compris entre 0 et 1, alors notre série de Riemann était divergente. Et on a vu également que lorsque alpha est égal à 1, eh bien notre série, somme de n est égal à 1 à plus l'infini de 1 sur n puissance alpha, diverge. Donc de ces trois éléments-là, eh bien on en déduit que notre série va diverger lorsque alpha est inférieur ou égal à 1. Donc lorsque alpha est inférieur ou égal à 1, eh bien la série de Riemann, 1 sur n puissance alpha, est divergente. Ensuite, la dernière étape a consisté à montrer que lorsque alpha est strictement plus grand que 1, alors la série de Riemann des 1 sur n puissance alpha était convergente, et on se rend compte que la série de Riemann va converger lorsque alpha est strictement plus grand que 1, et seulement dans cette zone-là, puisque ailleurs, ça sera divergent. Donc la conclusion de ça, c'est que la série somme de n est égale à 1 à plus l'infini de 1 sur n puissance alpha converge si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Et ceci achève notre démonstration.
Pour finir, et pour vous aider à prendre un peu de hauteur sur cette longue démonstration, je vous en propose une relecture très rapide en diagonale. Alors la première étape a consisté à regarder alpha plus petit ou égal à 0, et on s'est rendu compte que dans ce cas de figure, 1 sur n puissance alpha ne tendait pas vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc si la suite ne tend pas vers 0 à l'infini, eh bien c'est que la série, elle, sera une série divergente. Ensuite, on a regardé la situation où alpha est strictement positif. Et pour traiter ce cas-là, eh bien, on est passé par la technique de comparaison série intégrale. Donc le dessin, c'est celui-ci, vous avez une fonction positive qui décroît, et puis vous collez des rectangles en dessous, comme ceci, et des rectangles au-dessus, comme ceci. Et en faisant ça, eh bien, on arrive à obtenir des inégalités faisant intervenir la suite des sommes partielles d'une série. Ici, on était tombé sur l'encadrement suivant, intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur t puissance alpha dt, qui était compris entre la somme de k égale 2 à n plus 1 de 1 sur k puissance alpha, et la somme de k égale 1 à n de 1 sur k puissance alpha. Et on a vu deux situations. Une situation où la limite de cette intégrale tend vers plus l'infini, et donc elle va pousser cette somme vers plus l'infini, ce qui va nous donner en fait de la divergence de la série. Et l'autre situation, c'était que l'intégrale qui est ici est majorée, et donc si on arrive à majorer ça, on arrive à majorer cette quantité-là, et on arrive à montrer que la suite des sommes partielles est majorée. Or, ici, on a une suite de sommes partielles avec des termes positifs, donc elle est croissante. Croissante majorée implique convergente. Voilà, vous avez en gros tous les arguments qui se trouvent dans cette démonstration. Alors peut-être que certaines personnes parmi vous se sont posé la question, mais pourquoi n'avons-nous pas essayé, comme dans les vidéos précédentes, de calculer la suite des sommes partielles associées à cette série? Alors ça, c'est quelque chose de difficile. En fait, on ne sait pas faire. Alors, d'une part, il y a la difficulté du fait que la puissance alpha soit un réel quelconque, mais on pourrait se poser la question, mais si on met alpha un entier, peut-être qu'on arrivera à calculer au moins pour ces cas-là la suite des sommes partielles. Et bien même pour ces cas-là, c'est quelque chose qui est compliqué. Il faut que vous sachiez que l'étude de cette série fait encore l'objet de recherches actives, en lien notamment avec ce que l'on appelle l'hypothèse de Riemann. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à taper sur un moteur de recherche hypothèse de Riemann, et vous verrez plein de travaux, et notamment des vidéos de vulgarisation sur le sujet qui vous expliqueront un petit peu comment ça marche. Et on est loin de comprendre en fait ce type d'objet. C'est la raison pour laquelle on est obligé de passer par des techniques un peu bizarres, comme celle que je vous ai présentée ici, de comparaison série intégrale, qui nous a permis d'établir de la convergence et de la divergence de ce type de série. Voilà, nous en avons fini avec cette vidéo très technique sur la comparaison série intégrale et les séries de Riemann. Alors ce qu'il faudra que vous en reteniez, c'est comment on établit ces fameux encadrements faisant intervenir les suites de sommes partielles, et surtout retenir le théorème sur les séries de Riemann qui dit que une série de Riemann de la forme 1 sur n puissance alpha est convergente si et seulement si la puissance alpha est strictement plus grande que 1. Et vous le verrez, on se servira très souvent de ce résultat pour établir de la convergence ou de la divergence d'autres séries numériques. J'espère que cette vidéo vous aidera à bien naviguer dans la comparaison série intégrale. Alors vous le verrez, dans la prochaine vidéo, on abordera un thème nettement plus reposant, qui est ce que l'on appelle le critère de comparaison pour les séries numériques. En attendant la suite, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, et puis, pourquoi pas, à me soutenir financièrement. Et je vous dis à bientôt pour la suite.